Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons un invité très spécial, Paulo Nogueira Batista, qui a été directeur exécutif au FMI entre 2007 et 2015. Il a également été vice-président fondateur de la nouvelle banque de développement des BRICS, responsable de la stratégie des risques. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'est un plaisir, merci. Vous avez une expérience professionnelle très particulière qui vous permet, je suppose, de comparer le FMI avec la nouvelle banque de développement des BRICS. Et certains des défis auxquels les BRICS sont confrontés, comme nous le savons, s'accompagnent de grandes opportunités, mais aussi de difficultés, notamment le fait d'être sapé par les États-Unis, par exemple, et de devoir déterminer comment organiser le bloc de l'intérieur. Cependant, je pensais que nous pourrions commencer par le FMI, puisqu'il s'agit d'un modèle que la nouvelle banque de développement des BRICS a dans une certaine mesure dû utiliser comme point de départ pour la comparaison. Je me demandais comment vous percevez la structure de gouvernance du FMI en termes de favoritisme envers certaines économies plutôt que d'autres. Et selon vous, quel type de réforme était nécessaire? Car on pourrait considérer la Banque de développement des BRICS comme une réponse à l'échec peut-être de faire aboutir certaines de ces réformes. C'est exact, oui. Mon expérience au FMI m'a finalement conduit à penser qu'un changement fondamental au sein des institutions basées à Washington, comme le FMI et la Banque mondiale, n'est pas vraiment possible. Nous avons certes réalisé quelques progrès entre 2008 et 2010, lorsque la profonde crise financière des deux côtés de l'Atlantique Nord a rendu les pays avancés plus ouverts aux réformes. Mais depuis, rien ne s'est passé. Imaginez, 15 ans, et le FMI est resté figé, tout comme la Banque mondiale, en ce qui concerne les changements fondamentaux de gouvernance. En résumé, je dirais que le FMI et ses principaux actionnaires, l'Europe et les États-Unis notamment, semblent déterminés à maintenir l'institution au XXe siècle, alors que nous, les BRICS et d'autres pays en développement, voulons entrer dans le XXIe siècle. Cela signifie avoir des institutions plus représentatives, plus inclusives et moins politiquement biaisées que ne le sont actuellement le FMI et la Banque mondiale. Et comment voyez-vous, au sein du FMI, les structures de pouvoir informelles, les droits de vote ou l'utilisation de la conditionnalité politique? Dans quelle mesure considérez-vous cela, je suppose, comme un problème persistant? C'est un problème persistant. En fait, il s'aggrave, je crois, car non seulement la gouvernance est paralysée, mais l'Occident gère aussi très mal sa propre décadence. Par l'Occident, j'entends essentiellement l'Europe et les États-Unis, dirigés par ces derniers. Le bloc occidental s'accroche à ses privilèges et à son pouvoir au sein du FMI, qu'il utilise de plus en plus comme une arme politique. Vous voyez, l'Occident a tout militarisé. Le dollar, l'euro, le système de paiement SWIFT, le FMI, la Banque mondiale. Cela signifie bien sûr que d'une part, l'Occident est prêt à tout, et d'autre part, qu'il est prêt à ruiner la crédibilité et la réputation des institutions qu'il a créées et qu'il contrôle. C'est donc une situation très particulière que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour cela que les BRICS se sont réunis, d'abord comme un groupe de pays, ensuite pour créer leurs propres institutions, notamment la Banque de développement des BRICS, dont j'ai été membre fondateur. Mais Glenn Dizen dit que c'est un tournant des événements tout à fait inattendu. Lorsque je suis allé à Washington pour la première fois en 2007, et quand les BRICS ont commencé à se rassembler vers 2008, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils aillent jusqu'à créer leur propre banque et leur propre fonds monétaire. Mais nous l'avons fait. Pourquoi? Non pas parce que les BRICS étaient hostiles aux institutions basées à Washington, mais parce que nous avons compris, vers 2011 ou 2012,
qu'aucun changement fondamental ne surviendrait au-delà de ceux que nous avions obtenus lors de la réforme du fonds entre 2008 et 2010, vous voyez. En réalité, vous êtes souvent impliqués, moi aussi j'y ai participé, dans les réunions annuelles. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'année dernière, j'ai posé une question au président Poutine. Je lui ai demandé, comment voyez-vous le rôle des BRICS dans la dédollarisation de l'économie mondiale? Et il a répondu, écoutez, allons-y doucement, prenons notre temps, plus ou moins dans ce sens. Parce qu'il a dit, nous ne sommes pas contre le dollar, c'est le dollar qui est contre nous. Donc en réalité, je vois les BRICS surtout sur la défensive, tandis que l'Occident, peu habitué au déclin, se débat et crie tout au long de sa chute. C'est une situation très dangereuse, car une superpuissance en déclin peut se montrer plus violente qu'en temps normal. Oui, eh bien, on dit souvent que les institutions fonctionnent le mieux lorsqu'elles reflètent la répartition réelle du pouvoir. Donc, à qui, lorsque tout ce pouvoir s'est déplacé vers l'Est et plus généralement s'est diversifié en s'éloignant de l'Occident politique, on pourrait supposer que pour que des institutions existantes comme le FMI conservent leur pertinence, elles devraient se réformer et s'adapter aux nouvelles réalités. Et en ne le faisant pas, on pourrait s'attendre à ce que de nouvelles institutions émergent et évoluent. Je suppose que c'est une manière raisonnable de voir les BRICS. Eh bien, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai l'impression, en écoutant différents diplomates et économistes, que l'objectif n'est pas de couler l'Amérique dans l'océan. Il s'agit plutôt de diversifier, de rendre les autres pays moins dépendants d'un dollar, jugé peu fiable et instrumentalisé. Mais est-ce que tu le vois de la même façon? Est-ce le déclin relatif des États-Unis qui provoque une grande partie de ces préparatifs dans le cadre des BRICS? Je pense qu'il s'agit du déclin relatif de l'Occident politique de manière plus générale, Matt. Tu vois, pour eux, toutes ces institutions restent pertinentes. Nous disons souvent qu'elles le sont de moins en moins pour les raisons que tu as mentionnées, parce que nous estimons qu'elles ne sont pas représentatives, ni inclusives. Mais pour l'Occident, le système du dollar, le système SWIFT, le FMI, la Banque mondiale, tout cela constitue en réalité des armes dans la lutte contre les nouvelles puissances montantes, en particulier la Chine, n'est-ce pas? Donc je crois que ce qui se passe réellement, c'est que l'Occident, et c'est, à mon avis, le facteur majeur dans l'économie et la politique internationale en ce moment, les États-Unis sont prêts à utiliser tous les instruments de manière dure et parfois violente pour préserver le pouvoir qu'ils détiennent encore. Ce pouvoir n'est plus aussi grand qu'il l'était il y a 10 ou 15 ans, mais il reste capable de causer beaucoup de dégâts, comme on le voit actuellement en 2025. Eh bien, les économistes politiques soulignent souvent qu'une puissance économique hégémonique, lorsqu'elle est dominante et confiante, cherche à instaurer la confiance autour de son infrastructure économique. Les institutions, la monnaie, les technologies, les chaînes d'approvisionnement. Mais une hégémonie en déclin aura tendance à instrumentaliser tous ces leviers économiques de pouvoir pour empêcher l'émergence de rivaux, ce qui finit par renforcer le rejet. Mais vous avez mentionné dollar tout de même. Pourquoi pensez-vous qu'il est devenu si dysfonctionnel? En gros, parce que, encore une fois, c'est désormais une arme, plus qu'autre chose. Autrefois, le dollar était accepté et digne de confiance et on avait confiance en lui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que le dollar a un grand ennemi politique. Et cet ennemi, c'est les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Ils ont sapé la confiance dans le dollar. Nous nous retrouvons donc dans une situation très particulière que nous n'aurions pas imaginée, disons, il y a 3 ou 5 ans. Les États-Unis essayent de contraindre d'autres pays à utiliser le dollar.
C'est un changement complet par rapport à ce que nous connaissions depuis la Seconde Guerre mondiale, lorsque le dollar était naturellement accepté. Vous savez, je ne veux pas idéaliser la situation précédente. Je veux dire, les États-Unis ont toujours été une puissance hégémonique, prête à user de sa force pour attiser des conflits entre pays, renverser les gouvernements, et ainsi de suite. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, en période de déclin, il est beaucoup plus enclin à être violent et oppressif qu'il ne l'était auparavant. Et cela se manifeste très clairement. Vous l'avez bien dit, les pays du Sud global, même les alliés des États-Unis, se rendent de plus en plus compte qu'ils ne peuvent plus faire confiance aux États-Unis. La confiance est perdue. Même si, disons, Trump était remplacé à l'avenir par un président plus conciliant, la confiance ne serait pas facilement rétablie. Il est facile de perdre la confiance et très difficile de la regagner une fois qu'elle est partie, comme nous le savons dans les relations personnelles, politiques et internationales. Je suis donc pessimiste quant à toute tentative ou toute chance de revenir à une situation relativement calme et pacifique en matière de relations géopolitiques avec l'Occident politique. Donc, vous suivez de près de nombreuses économies et gouvernements à travers le monde. Dans quelle mesure avez-vous le sentiment que les discussions actuelles sur la saisie des fonds souverains russes ont, je suppose, suscité une certaine crainte parmi les pays, non seulement la Chine, mais aussi l'Inde? Dans quelle mesure cette inquiétude face à ce nouveau manque, disons, de fiabilité, est-elle répandue? Je pense que c'est assez répandu. Cela a toujours existé dans une certaine mesure, car les États-Unis ont utilisé le dollar comme une arme, et en Europe aussi, souvenez-vous, tout en confisquant des réserves d'or à Londres. L'Occident a donc toujours eu une certaine propension à cela. Mais je pense que le changement majeur, la décision qui a marqué la rupture de confiance, a été celle de bloquer, de geler les réserves de la Russie en 2022, après l'invasion de l'Ukraine, non seulement en dollars, mais aussi en euros. Ainsi, la méfiance s'est également étendue à l'euro, puisque celui-ci est devenu une monnaie satellite de l'Occident à des fins géopolitiques. Je pense donc qu'à présent, le problème est que l'Occident n'est plus digne de confiance. Mais le déclin économique, ce à quoi tu fais sans doute allusion, le déclin économique en termes relatifs est plus marqué en Europe qu'aux États-Unis, et la montée en puissance est plus prononcée en Chine qu'en Amérique latine. Ainsi, lorsque l'on considère des concepts mondiaux comme le Sud global ou l'Ouest global, cela ne suffit pas. Il faut décomposer ces groupes et voir qui se renforce, qui s'affaiblit, qui stagne. Et je pense que l'élément majeur, à mon avis, c'est le déclin, pas seulement sur le plan économique, Glenn. Laisse-moi te dire, je suis une personne eurocentrée dans ma formation politique et culturelle. J'ai vécu en Europe, j'admire l'Europe. Je n'ai jamais vu de toute ma vie une génération de dirigeants politiques aussi faibles que ceux que nous avons actuellement en Europe, avec presque aucune exception. Et il en va de même pour les États-Unis. Les États-Unis ont élu George W. Bush, non pas une fois, mais 2 fois. Ils ont élu Trump, non pas une fois, mais 2 fois. Les dirigeants démocrates, comme Biden, sont également très faibles et très enclins à se laisser intimider sur le plan géopolitique. Donc je veux dire, c'est vraiment incroyable de voir un continent comme l'Europe, un pays comme les États-Unis dans un déclin aussi embarrassant. Je veux dire, les choses qui se sont produites, on n'y croirait jamais, hein. Eh bien, je fais souvent la même remarque. L'un des grands problèmes de notre époque, ce sont ces dirigeants politiquement faibles, trop idéologiques, incompétents, comme on le voit en Europe, même incapables de mener la diplomatie la plus élémentaire, comme l'a montré la récente aventure néerlandaise, consistant d'abord à saisir Nexperia,
cette entreprise technologique chinoise, puis à être stupéfaits des conséquences. Et maintenant, ils doivent la rendre. Je veux dire, c'est très étrange que cela n'ait pas été réfléchi correctement, car ils ne sont même pas revenus au point de départ. Désormais, non seulement les Chinois, mais aussi le reste du monde seront très prudents avant de placer quoi que ce soit de valeur, des investissements en Europe. Oui, c'est simplement une forme extraordinaire d'autodestruction. C'est ce que je veux dire. Mais en ce qui concerne le dollar, tu as mentionné plus tôt que Poutine avait fait ce commentaire selon lequel la Russie n'avait pas quitté le dollar. C'est le dollar qui avait quitté la Russie, ou plutôt qui avait imposé des sanctions à la Russie. Mais quel est le processus de dédollarisation? Parce que beaucoup de gens pensent que cela peut se faire presque du jour au lendemain, mais ce n'est pas le cas. Est-ce une question de capacité à diversifier ou simplement d'un manque de volonté? Tu sais, les Chinois, par exemple, ont encore une certaine incitation à continuer d'utiliser le dollar aussi. C'est une question cruciale, celle que vous soulevez maintenant, car au fond, ce que nous voyons, c'est la volonté de l'économie occidentale de violer les droits de propriété de manière importante. Dans ce cas, comme vous l'avez mentionné avec les Néerlandais, mais aussi avec le gel des réserves russes, et maintenant toutes ces discussions sur leur confiscation pure et simple. Le dollar est donc menacé à cause de tout cela. Et la dédollarisation est devenue un enjeu majeur. J'écris sur ce sujet depuis 2023 de manière plus ou moins systématique, et je souligne que la dédollarisation signifie, en fin de compte, eh bien c'est un point controversé, d'ailleurs celui que je soulève maintenant. La dédollarisation signifie en fin de compte une évolution vers de nouvelles monnaies de réserve. Pour plusieurs raisons, je ne pense pas que le dollar restera aussi important, de même pour l'euro, mais ils ne sont plus aussi dominants qu'ils l'étaient autrefois. Ils sont en déclin. La monnaie internationale est en quelque sorte le reflet des circonstances géopolitiques. Ainsi, si les États-Unis et l'Europe déclinent, leurs monnaies déclineront aussi, en termes de poids relatif. Qui va combler le vide laissé par le dollar? Pas l'euro, ni les autres devises occidentales. Sera-ce l'or? Oui, c'est en train de se produire. L'effondrement de la confiance a laissé les grandes banques centrales sans autre choix que de se tourner vers l'or. Se pourrait-il que ce soit le renminbi? Je viens de passer quelques semaines en Chine et j'ai discuté de ce sujet avec de nombreux experts chinois. J'en suis reparti avec l'impression, renforcée en réalité, que les Chinois hésitent à proposer leur monnaie comme remplaçante du dollar, pour de nombreuses raisons dont nous pouvons parler si vous le souhaitez. Donc, si c'est vrai, la seule alternative serait de créer une nouvelle monnaie de réserve, pas une monnaie mondiale, car on ne peut pas avoir de monnaie mondiale avec la division géopolitique actuelle. Il faudrait une nouvelle monnaie soutenue par un groupe de pays, probablement uniquement issus du Sud global. Et cela nous offrirait quelque chose de véritablement nouveau en matière de monnaie internationale. Quelles sont les raisons pour lesquelles la Chine ne voudrait pas détenir ou utiliser la nouvelle monnaie de réserve? Eh bien, la Chine est partagée entre les avantages et les inconvénients liés au fait que sa monnaie joue un rôle plus important à l'échelle internationale. Les avantages sont bien connus. Des coûts d'emprunt plus faibles, une protection contre l'arme financière et, en fin de compte, la possibilité d'exercer ce pouvoir soi-même. Mais les inconvénients, à mon avis, sont très sérieux pour la Chine, car pour devenir une monnaie mondiale, elle devrait accepter certains changements dans son modèle économique, qui sont pour le moins incertains. Elle devrait permettre la convertibilité totale de sa monnaie sur le marché intérieur et accepter une appréciation de celle-ci.
Pourquoi? Parce que qui voudrait exiger le renminbi comme monnaie internationale si l'on ne peut pas le convertir librement en d'autres devises à sa guise? C'est le premier point. Cela entraîne de l'instabilité. D'importants flux de capitaux entrant et sortant de l'économie chinoise pourraient perturber la stabilité durement acquise. Et puis, il y a l'appréciation. Si votre monnaie est largement demandée à l'extérieur de votre pays, elle aura tendance à s'apprécier. Voyez cela du point de vue de la Banque centrale de Chine. Le RMB est demandé en dehors de la Chine pour être utilisé. La demande augmente, la monnaie s'apprécie. Comment contrer cela? On peut bien sûr le permettre, mais cela a ses propres conséquences. Vous pouvez également acheter des devises étrangères et vendre du RMB pour essayer d'en maintenir la valeur. Mais ensuite, regardez ce qui se passe. La Banque centrale chinoise reçoit quoi? Des dollars et des euros qu'elle ne veut pas accumuler pour des raisons de sécurité, n'est-ce pas? Ainsi, le dernier recours de la Chine serait d'imposer des contrôles sur les entrées de capitaux, ce qui éloignerait sa monnaie de tout rôle international majeur et inverserait en fait l'internationalisation qu'elle a déjà atteinte dans une certaine mesure. Je peux me tromper à ce sujet, car c'est une question très controversée. J'ai le sentiment qu'elle l'est aussi en Chine. Mais je pense que les Chinois testeront probablement la température de l'eau. Ils le font déjà en autorisant une utilisation prudente de leur propre RMB en dehors de la Chine. Mais vous savez, au Brésil, on dit au football, au soccer, qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Alors pourquoi les Chinois changeraient-ils un modèle économique qui a été si réussi au cours des dernières décennies? Tout changement serait très prudent. Par exemple, l'appréciation. Les Chinois veulent-ils vraiment suivre les conseils occidentaux, qui sont anciens, comme vous le savez, consistant à laisser leur monnaie s'apprécier? Le feraient-ils? Je veux dire, aucun pays du Sud global n'a prospéré en suivant les conseils occidentaux. Je peux vous le dire d'un point de vue latino-américain. Nous avons suivi dans une large mesure le consensus de Washington, et nous n'avons pas réussi. Nous avons libéralisé le compte de capital, nous avons permis à nos monnaies de s'apprécier, nous nous sommes désindustrialisés, tout comme les États-Unis et l'Europe. Je pense donc que les Chinois sont des gens très expérimentés. Ils suivent, sans jamais en avoir entendu parler, une maxime d'Otto von Bismarck qui disait « Je n'apprends pas de l'expérience, je n'apprends que de l'expérience des autres ». Ainsi, ils observent l'expérience des États-Unis, celle de l'Amérique latine, ce qui est arrivé aux États-Unis en tant qu'hégémon monétaire mondial. Ils savent tout cela. Ce n'est pas un hasard s'ils réussissent aussi bien en tant que pays. Ils ont été très méthodiques dans leur apprentissage, étudiant les erreurs et les bonnes décisions des autres. J'aime bien la citation de Bismarck, au passage. Mais qu'en est-il des BRICS? Sont-ils en position de faciliter une alternative? Beaucoup de gens parlent de la perspective d'une monnaie des BRICS, mais d'un autre point de vue, cela semble moins probable. Elle rencontrerait sans doute beaucoup de résistance interne également. Surtout quand je parle à des diplomates ou des ambassadeurs indiens, ils disent toujours « Oh non, nous n'accepterions jamais une monnaie commune ». Alors pouvez-vous en parler? Pensez-vous qu'il existe une voie possible ou pourquoi y aurait-il une résistance à cela? Eh bien, vous savez, en ce moment, je finalise un article intitulé « Une voie vers une nouvelle monnaie de réserve ». Et j'y reconnais le point que vous venez de soulever, qui est crucial. Il n'y a pas de cohésion totale au sein des BRICS sur cette question. L'Inde est bien sûr un facteur de résistance. L'autre, moins commenté, est la position adoptée par nos banques centrales, qui sont très conservatrices et n'aiment pas envisager, ni même imaginer, ce type de changement. La création d'une nouvelle monnaie de réserve. Même les mesures plus modestes sont rejetées par l'Inde et par nos banques centrales. Ce n'est donc pas
une proposition facile. Comment dois-je répondre à cela dans l'article que je suis en train de finaliser? Tout d'abord, nous devrions reconnaître que toute nouvelle monnaie ou toute nouvelle initiative prise dans le domaine financier ne devrait pas être le fait des BRICS dans leur ensemble, mais plutôt centrée sur les BRICS, disons-le ainsi. La plupart des BRICS y participeraient, mais pas nécessairement tous. L'Inde pourrait vouloir rester à l'écart et rejoindre plus tard, peut-être. Nous ne devrions donc pas être paralysés par la nécessité de mobiliser chaque membre. Regardez simplement les BRICS aujourd'hui, 10 pays. L'Inde pourrait être réticente, mais les Émirats arabes unis pourraient aussi l'être, pour des raisons politiques. L'Éthiopie et l'Égypte pourraient se montrer prudentes compte tenu de leur relation avec le FMI. Elles dépendent actuellement du FMI, donc elles pourraient être très prudentes avant de rejoindre une initiative susceptible de toucher un point sensible en Occident, vous voyez. Donc, clairement, si l'on regarde le monde, la scène mondiale, toute initiative de ce type devrait être centrée sur les BRICS. Mais elle pourrait aussi venir de pays extérieurs aux BRICS. Des pays partenaires ou même d'autres pourraient vouloir se joindre à eux. On aurait donc non pas un groupe des BRICS, mais un groupe centré sur les BRICS et bien sûr centré sur la Chine. C'est un autre point. L'une des difficultés que nous avons rencontrées en envisageant de nouvelles initiatives multilatérales est la taille relative écrasante de la Chine dans tout groupe, dans tout ensemble concevable de pays que l'on pourrait réunir pour ce type d'initiative. Il y a donc de nombreux défis. Je dirais que l'opinion dominante aujourd'hui, Glenn, que tu as peut-être déjà entendue, est « Oh d'accord, nous réglons nos transactions internationales, cela fonctionne suffisamment bien ». C'est ce que les Indiens affirment publiquement. Mais il y a une faille économique majeure dans cet argument qu'utilise l'Inde. Les transactions internationales, dans vos propres devises, ne vous mènent qu'à un certain point, car ce système ne permet pas la persistance des excédents et des déficits commerciaux entre pays. Alors de quoi avez-vous besoin? Vous avez toujours besoin d'argent, d'un argent digne de confiance. Le dollar ne l'est plus, l'euro ne l'est plus, le renminbi hésite à jouer ce rôle, et l'or ne fonctionne pas très bien. Il faut donc une forme de monnaie internationale pour se dédollariser plus complètement. Ce n'est pas un hasard, Glenn. Si Donald Trump a été très constant et très prudent, exceptionnellement prudent, dans la manière dont il présente la question. Il dit « Nous ne permettrons pas que le rôle de l'euro en tant que monnaie de réserve internationale soit menacé. » Il a donc été bien conseillé par son entourage, ne néglige pas cela. Les BRICS essayent de mettre en place une autre approche. Avertis-les, menace-les. Et c'est ce qu'il a fait. Il est très doué pour menacer, ou du moins il l'était. Maintenant, il perd un peu de sa crédibilité. La question qu'il soulève est un problème très complexe d'économie politique internationale, mais elle restera d'actualité, car je ne crois pas que le dollar et l'euro puissent retrouver leur crédibilité. Nous devrons donc chercher des alternatives. Eh bien, la première règle de l'économie semble toujours être la prévisibilité, ce qui a du sens. Les différents pays préfèrent des changements lents et progressifs, fondés sur des tests, plutôt que de faire quoi que ce soit de révolutionnaire qui perturberait les marchés. Mais sans monnaie commune, est-il possible, ou peut-être plus probable, d'avoir un panier de devises? Car après la Seconde Guerre mondiale, certaines idées ont été avancées, notamment par les Britanniques, qui, au lieu de se reposer uniquement sur le dollar américain comme monnaie de réserve, privilégiaient les droits de tirage spéciaux fondés sur un panier de devises. Le FMI a effectivement beaucoup progressé dans ce sens. Mais existe-t-il une réflexion similaire au sein des BRICS ou suivent-ils une voie différente?
Il est important de comprendre, Glenn, que les BRICS ne sont pas une force révolutionnaire. Ils ne l'ont jamais été. Je peux te le dire d'après mon expérience au sein du processus des BRICS. Les BRICS sont très prudents, toujours très attentifs. Oh, et même la Russie. La Russie est pratiquement en guerre avec l'OTAN, et même la Russie reste très prudente. C'est donc une force réformiste. D'ailleurs, permettez-moi de préciser une chose. Personne, du côté des BRICS, ne pense à une monnaie de réserve commune comme l'euro. Nous pensons à des monnaies internationales parallèles, limitées aux transactions internationales entre les pays. Et cela pourrait prendre la forme, exactement comme tu l'as dit, d'un panier de devises, un panier de type DTS, et non une monnaie de type euro. C'est la distinction majeure qu'il faut faire. Les DTS étaient une bonne idée. Cela a été créé dans ma ville natale, Rio de Janeiro, en 1969, lors d'une réunion internationale du FMI. Mais cela n'est jamais devenu une monnaie internationale. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne l'ont jamais accepté. Les États-Unis ne soutiennent jamais rien qui pourrait rivaliser avec le dollar. On peut le constater tout au long de l'histoire. Ils ont été très hostiles à l'euro. Souvenez-vous, les États-Unis ont été systématiquement hostiles à l'euro. Tous les économistes américains qui se sont exprimés sur les chances de réussite de l'euro étaient négatifs, excessivement négatifs, comme il s'est avéré. Mais ils contrôlent le FMI, donc ils ne le permettront pas. Ils disposent d'un droit de veto sur les décisions régissant les DTS, les droits de tirage spéciaux, et ils utilisent ce droit de veto. Je me souviens que, pendant mes 8 années à Washington au FMI, j'ai essayé, plusieurs d'entre nous avons essayé à de nombreuses reprises, de renforcer le rôle des DTS. Les États-Unis ne l'ont jamais permis. Cela n'est même pas allé jusqu'à un vote au sein du Conseil, car le directeur américain faisait toujours savoir que cela serait opposé par un veto. Alors à quoi bon le soumettre à discussion? Le représentant américain au Conseil y est fermement opposé, donc c'est difficile. Mes collègues indiens, je leur dis toujours, regardez, quelle est l'alternative à une monnaie de réserve que nous pourrions créer? C'est la Chine, c'est la monnaie chinoise. Est-ce que vous voulez cela? Ils n'ont pas de réponse à cela, car ils sont hostiles à la Chine, tout en craignant de provoquer le mécontentement des États-Unis. Cela pourrait changer, Glenn. Trump nous aide toujours un peu, et il a poignardé l'Inde dans le dos avec des droits de douane élevés. Donc la relation spéciale que l'Inde pensait avoir avec les États-Unis n'existe peut-être pas vraiment. Et ils s'en rendent peut-être compte maintenant. Eh bien, si la dédollarisation est, dans une large mesure, motivée par la volonté de se protéger contre les risques croissants liés à l'endettement insoutenable des États-Unis et à l'utilisation de leur monnaie comme arme, alors il pourrait être imposé aux pays des BRICS de prendre des mesures plus fermes. Je veux dire, si le dollar devient moins fiable, alors s'en tenir au statu quo ne garantira pas beaucoup de prévisibilité. Nous voyons par exemple avec Trump qu'il avertit que quiconque tente de se dédollariser sera sanctionné. Il y a là une contradiction intrinsèque, car c'est précisément la menace constante de sanctions et de coercition économique qui incite les pays à se dédollariser. C'est un peu comme menacer de bombarder l'Iran s'il développe des armes nucléaires. Cela ne ferait que l'encourager. Et je me demandais, voyez-vous le dollar entrer dans une spirale de mort ou se diriger vers une implosion, qui obligerait les BRICS à franchir une étape plus audacieuse, plus révolutionnaire? Je suis d'accord avec la manière dont vous avez formulé la question avant de la poser, car elle est cruciale. J'ai souvent souligné, y compris dans l'article que je suis en train de finaliser, que les États-Unis connaissent un lent déclin relatif, tout comme l'Europe, bien que le déclin de l'Europe soit un peu plus rapide. Mais nous pourrions atteindre une sorte de point de bascule qui pourrait prendre la forme d'une nouvelle crise financière internationale provenant des États-Unis et de l'Europe,
semblable à celle de 2008-2009. N'oubliez pas ceci. Au moment de la crise de Lehman, le dollar américain était encore perçu comme une valeur refuge. Nous avons donc l'effet paradoxal d'une crise née du système financier des États-Unis provoquant une fuite vers la qualité étant le dollar, voyez-vous. Maintenant, je crois, et je peux me tromper, mais je crois que le dollar américain ne jouera plus ce rôle de valeur refuge. Si une crise éclate, disons que la bulle des marchés boursiers et des actifs aux États-Unis éclate, comme cela s'est produit de nombreuses fois depuis les années 1981 dans le système financier occidental, que se passera-t-il? Il y aura une baisse du dollar américain, les gens fuiront les États-Unis pour se tourner vers l'or, vers le RMB. Et alors la Chine devra se poser une question. Que dois-je faire de ces énormes afflux de capitaux de portefeuille provenant de personnes fuyant le dollar pour se tourner vers ma monnaie? Si vous les laissez entrer, vous obtiendrez une appréciation de la monnaie et une volatilité potentielle des capitaux qui pourraient s'enfuir dans un avenir proche. Exactement ce que nous avons vu en Amérique latine. Je ne pense pas que les Chinois accepteront cela. Donc, le point que je souligne dans les débats à ce sujet est le suivant. Regardez, nous risquons peut-être un crash majeur. Mettons les idées sur la table dès maintenant. Vous savez, Radhika Desai, notre collègue à Baldi, la chercheuse indienne, lors d'un débat récemment organisé par Baldi, l'a dit très clairement. Regardez, il pourrait y avoir un crash aux États-Unis. Et nous, dans le monde entier, serons en train de chercher des alternatives. Alors pourquoi ne pas en discuter dès maintenant, vous voyez? Parce que les gens seront surpris de voir les dégâts qu'un crash majeur aux États-Unis ou en Europe pourrait provoquer dans les circonstances actuelles, alors que les États-Unis et l'Europe sont déjà très affaiblis. Très affaiblis est une exagération, mais ils sont en déclin relatif. Je pense donc que nous devons nous préparer à des temps difficiles. Et je sais que les BRICS sont quelque peu timides, contrairement à ce que la perception populaire et la rhétorique agressive de Donald Trump peuvent laisser croire. Je pense que Trump surestime les BRICS dans le sens où il croit qu'il complote pour détrôner le dollar. En réalité, nous sommes très prudents, trop prudents, à mon avis. Nous devons faire preuve de courage et comprendre que si l'on regarde le monde, il n'y a pas d'autre refuge que les grands pays émergents, qui sont pour la plupart des pays des BRICS. Oui, eh bien, chaque fois qu'on parle à des généraux et à différents chefs militaires, ils font toujours le même constat. Ils ont des plans de guerre pour presque tous les scénarios. Au cas où une guerre éclaterait demain, il ne faut pas être pris au dépourvu. Il serait logique que les économistes aient eux aussi des plans. Je veux dire, si l'on voit le dollar américain s'épuiser, cela pourrait atteindre un véritable point de bascule, comme vous l'avez dit. Il devrait donc y avoir des plans. On n'a pas besoin de s'y engager, mais au moins d'avoir des feuilles de route possibles pour savoir où aller. Mais que pensez-vous des menaces de Trump, cependant, de détruire les BRICS? Vous avez dit qu'il avait qualifié les BRICS de conspiration. Je pense que c'est effectivement le mot qu'il a utilisé aussi, qu'il s'agissait d'un complot contre les États-Unis. Mais il a également fait des commentaires sur sa volonté de détruire les BRICS. Il a avancé des affirmations très étranges, selon lesquelles des pays quittaient massivement les BRICS à cause de ces grandes menaces, bien qu'il n'ait donné aucun exemple. D'un autre côté, il a un jour suggéré que l'Espagne faisait partie des BRICS. Donc peut-être pense-t-il que l'Espagne a quitté les BRICS. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais le désir de briser les BRICS et de provoquer des divisions internes semble bien réel. Et il y aurait beaucoup de forces politiques derrière cela à Washington. Voyez-vous une partie de cela se concrétiser? Et que peut réellement faire les États-Unis pour diviser ces pays?
Eh bien, vous savez, les États-Unis sous Trump rapprochent en réalité ces pays, car les États-Unis s'en prennent à leurs alliés traditionnels, s'en prennent à l'Europe, au Canada, à l'Inde. Et l'Inde était autrefois le pays le plus lié, ou peut-être encore le plus lié, aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a un décalage, Glenn, entre la rhétorique de Trump et les objectifs qu'il affiche, et les actions qu'il entreprend réellement, qui ne sont pas en accord avec ses objectifs. Vous voyez, si les États-Unis étaient plus réalistes quant à leur propre puissance aujourd'hui, ils chercheraient à unir leurs forces avec leurs alliés traditionnels contre la menace supposée des BRICS, et notamment de la Chine et de la Russie. Mais c'est le contraire. Cela sape les relations avec l'Occident, l'Europe, le Canada. On peut voir que le Canada semble maintenant plus conciliant et que l'Europe essaye de plaire à Trump. Mais nous savons, tu le sais mieux que moi, que les Européens ressentent profondément du ressentiment envers ce que Trump a fait depuis son retour au pouvoir. Il en va de même pour le Canada. Il en va de même pour le Mexique, un autre pays proche des États-Unis. Donc je pense que Trump se tire constamment une balle dans le pied. Constamment. Pour revenir à la question que nous avons évoquée plus tôt, l'incompétence du leadership en Occident rend très difficile la résistance de l'Occident. Vous voyez, théoriquement, encore une fois, nous pourrions avoir un scénario où les États-Unis se ressaisissent, l'Europe aussi, et où le déclin s'inverse. Cela s'est déjà produit dans l'histoire récente. Souvenez-vous, dans les années 1970, les États-Unis étaient en déclin, puis dans les années 1980, sous Volcker et Reagan, ils ont retrouvé leur position relative. Mais deux choses. Premièrement, les États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient. Et deuxièmement, la Chine n'était pas un rival à l'époque. La Chine est devenue un rival majeur et la Russie est devenue beaucoup plus forte. Ils ne peuvent donc pas rejouer le même tour. En bref, je ne pense pas que Donald Trump soit une réincarnation de Ronald Reagan. Le déclin va donc se poursuivre et il pourrait devenir encore plus abrupt si un crash financier se produit aux États-Unis. Aujourd'hui, en public, les dirigeants européens appellent Trump « papa » et le considèrent comme la meilleure chose qui soit arrivée depuis l'invention du pain de mie. Mais dès qu'il rentre en Europe, ils le détestent. Ce n'est pas un secret. Mais auparavant, vous avez mentionné que l'un des défis au sein des BRICS était le pouvoir disproportionné de la Chine. En effet, on pourrait suggérer que l'institution serait plus stable s'il existait un meilleur équilibre interne des pouvoirs au sein du groupe. Bien sûr, cela pourrait s'améliorer à mesure qu'ils intègrent de grands pays comme l'Indonésie, davantage de géants au sein du même bloc. Donc, la Chine restera la principale économie, mais avec une capacité moindre à dominer. Je pense que cela aurait un effet apaisant sur les autres membres. Mais je fais toujours la même remarque. Tous les autres membres des BRICS reconnaissent que la Chine est le moteur principal, qu'elle fait avancer les BRICS simplement parce qu'elle en a les moyens. Pourtant, comme chacun veut que ce soit un club multipolaire, et non un autre FMI dirigé par l'Amérique ou la Chine, ils ne veulent pas que les Chinois soient dominants. Mais comment voyez-vous cela évoluer, par exemple, dans les discussions internes sur le pouvoir de vote au sein de la nouvelle banque de développement des BRICS? Est-ce là un point de friction majeur ou... Non, je pense que vous avez très bien exposé votre point, mais pas à cet endroit. Je veux dire qu'il n'y a pas de friction concernant les droits de vote au sein de la nouvelle banque de développement, car celle-ci a été créée par traité en 2014. Les 5 membres fondateurs, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, disposent d'un pouvoir de vote égal, environ 18% aujourd'hui, puisque certains pays ont rejoint la banque au-delà des 5 d'origine. Mais le point principal que vous soulevez est tout à fait pertinent. C'est vraiment la question cruciale pour les BRICS, vous voyez.
Voyons comment cela va évoluer. Permettez-moi de le formuler ainsi. Je regarde souvent vos débats avec des personnalités influentes en Occident. Laissez-moi résumer, dites-moi simplement si j'ai raison. Si l'on considère un universitaire comme John Mearsheimer, il dirait que la Chine va jouer le jeu habituel des grandes puissances. Géopolitique, domination, égoïsme, et ainsi de suite. Jeffrey Sachs, en revanche, pense que la Chine peut jouer un rôle différent, fondé sur son histoire, sur le confucianisme, et ainsi de suite. La question que je me pose constamment est donc de savoir si la Chine restera fidèle à sa politique traditionnelle de relations pacifiques avec les autres pays, sans imposer sa volonté, ou bien si, à mesure que sa puissance grandira, elle risque de se laisser griser, pour ainsi dire, et que la Chine devienne un second États-Unis. Nous espérons le meilleur, mais nous nous préparons au pire. Je veux dire, des pays comme le Brésil sont suffisamment grands, le Brésil, l'Inde, la Russie, pour comprendre que nous ne voulons pas échanger 6 contre une demi-douzaine, c'est-à-dire remplacer l'hégémonie américaine par l'hégémonie chinoise. Non. Par exemple, si nous avançons dans la discussion sur une nouvelle monnaie de réserve, nous devons nous assurer que le rôle de la Chine dans un nouveau système monétaire ne soit pas excessivement dominant. Sinon, nous reviendrions à zéro en matière de relations internationales. La question est donc de savoir si la Chine peut être constructive, dans le sens où elle reconnaît sa puissance, mais ne cherche pas à écraser les intérêts des autres pays, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a une chance que la Chine soit différente, mais voyons si c'est Mearsheimer ou Sachs qui abordent la question de la manière la plus appropriée. Je viens tout juste de rentrer de Chine hier, où j'ai donné quelques conférences dans des universités, principalement sur la géoéconomie russe. Mais je soulignais aussi que la manière dont la Chine est intégrée dépend largement du fait qu'elle devienne une puissance hégémonique, ou au contraire, la première parmi ses pairs dans un système multipolaire. Des pays comme l'Inde souhaitent la multipolarité, et ils savent qu'ils ont besoin de la Chine pour y parvenir. Mais si la Chine devient hégémonique, cela sape cet objectif. Cela renverse complètement la logique. Et même les Russes, qui considèrent la Chine comme leur principal allié, leur partenaire d'État le plus important, si les Chinois devaient devenir une autre Amérique, cherchant à dicter leur volonté, alors, vous savez, cela ferait trembler le Kremlin. Ils ne l'accepteraient pas. Et même pour les États-Unis, on a l'impression que l'une des principales préoccupations à propos de la Chine repose sur cette idée. Devons-nous être l'hégémon ou la Chine doit-elle l'être? Mais s'il existe une troisième option, si les Chinois favorisent un système multipolaire, eh bien cela serait très différent pour les Américains, car ils pourraient alors se replier un peu de l'autre côté de l'Atlantique et du Pacifique. Ils pourraient retrouver leur force. Ils peuvent reconstruire leur économie. Je veux dire, le monde entier bénéficierait d'un États-Unis un peu plus stable sur les plans économiques, social et politiques. Donc je pense que le monde entier verrait d'un très bon œil une Chine plus attachée à la multipolarité, tandis qu'une Chine hégémonique pourrait même voir ses principaux alliés se retourner contre elle. C'est donc une distinction très importante à faire. Être le premier parmi les égaux ou être dominant, mais il semble qu'il s'oriente pour l'instant vers un système multipolaire. Oui, pour le moment, leur rhétorique est exactement cela. Ils se voient, ils se présentent comme des membres du Sud global. Je pense qu'ils n'utilisent pas l'expression que vous venez d'employer, mais c'est une bonne façon de le formuler. La question étant de savoir si la Chine sera la première parmi ses pairs ou un nouveau États-Unis, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr, en regardant les deux options que vous avez exposées, laquelle la Chine choisira. Mais je crois que les États-Unis ne sont pas disposés à accepter un paysage géopolitique équilibré.
Ils veulent toujours être les premiers. Les États-Unis sont dépendants du fait d'être les premiers. Je dois te dire, quand j'étais au FMI et aussi dans le processus du G20 en tant que délégué brésilien, la chose qui m'a frappé, Glenn, c'est qu'il n'est pas facile de travailler avec les Américains, même quand on est d'accord avec eux. Ils sont tellement arrogants, tellement convaincus de leur propre position, qu'ils ne laissent pas vraiment la diplomatie fonctionner. C'est donc une situation très étrange. Le pays est complètement dépendant de son rôle d'hégémon mondial. Et pourquoi regarde-t-il la Chine avec autant d'inconfort? Parce que la Chine est clairement la principale source de rivalité à laquelle ils sont confrontés dans le monde. Et la Chine est très différente des rivaux qu'ils ont eus auparavant. Prenons l'URSS. Elle était forte militairement, mais faible économiquement. Puis le Japon est apparu comme une menace supposée, politiquement faible, militairement faible, mais économiquement fort. Aujourd'hui, la Chine détient ces deux forces, économiquement forte et militairement forte également. Ainsi, les États-Unis n'ont jamais été confrontés à un tel défi, et ils y font face à un moment où ils sont affaiblis de l'intérieur, politiquement, économiquement et socialement. Je pense donc, et je suis d'accord avec vous, que ce serait bien mieux pour le monde si les États-Unis réalisaient que le monde est en train de changer. Ils ne reviendront pas de sitôt, voire jamais, à ce moment unipolaire. Et ils devraient faire leur part pour instaurer une coopération pacifique et harmonieuse. Cela dépend en grande partie des États-Unis, mais ils ne le feront pas pourtant. Et les Chinois, je crois, se trouvent à un carrefour où ils regardent dans les deux directions, vous savez. Quand je vivais en Chine, j'ai été frappé par un commentaire fait par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, une femme. La presse lui a demandé « Quelle est la vision de la Chine sur le leadership mondial ?» Et elle a répondu « Non, non, ce n'est pas le leadership, c'est le devoir. » C'était l'ancienne approche de la Chine. Garder un profil relativement bas, se concentrer sur la coopération gagnant-gagnant et sur le Sud global, véritablement, pas seulement en parole. Car si elle s'éloigne de cela et commence à agir comme un nouveau États-Unis, alors bien sûr le monde entier résisterait. La Russie, comme vous l'avez dit, l'Inde, le Brésil et d'autres pays du voisinage de la Chine. Je pense donc que la Chine aurait tout intérêt à adopter une attitude très conciliante et coopérative envers le reste du monde. Surtout parce que, sans se faire d'illusions, les États-Unis ne cesseront pas d'attaquer la Chine de différentes manières. J'espère qu'ils ont perdu cette illusion, car ils ont été si modérés vis-à-vis des États-Unis, Glenn, qu'à certains moments, au cours des 15 ou 20 dernières années, j'ai eu l'impression qu'ils souhaitaient un processus de type G2 avec les États-Unis et la Chine pour équilibrer les rapports de force. Mais je pense qu'avec Trump, ils ont finalement compris que cela n'était pas possible et ils ont réussi à résister efficacement aux attaques que les États-Unis leur ont portées ou menacé de leur porter. C'est un peu une occasion manquée qu'ils ont eue là, en s'en prenant à la Chine de cette manière. Ma dernière question, cependant, concerne... Enfin, en réalité, d'abord, j'ai un petit commentaire. Je pense que cela a toujours été une question d'arrogance. Si l'on vit dans un monde centré sur l'Occident depuis 500 ans, cela nourrit forcément de gros égos et de l'arrogance. Mais je pense qu'après la guerre froide, l'hubris a atteint un tout autre niveau, car j'ai passé beaucoup de temps en Europe et en Russie. Et là-bas, l'impression est qu'après la guerre froide, enfin du moins pendant la guerre froide, on s'assied avec les Soviétiques en quelque sorte d'égal à égal. On reconnaissait leurs préoccupations, on cherchait des solutions diplomatiques par le compromis. Mais après la guerre froide, tout cela est parti en fumée. Au lieu d'empathie, de compromis et de compréhension mutuelle,
tout a été remplacé par le langage des ultimatums et des menaces. Ce n'est donc pas une question de faire la paix avec vous ou de trouver un compromis. Nous avons les valeurs supérieures. Nous avons le pouvoir. La diplomatie signifie, en pratique, que vous faites ce qu'on vous dit. Je pense que c'est là une partie de notre problème aujourd'hui, en Europe comme aux États-Unis. Le monde unipolaire a disparu, mais l'état d'esprit unipolaire demeure. C'est pourquoi on se retrouve dans une situation où les Néerlandais peuvent saisir une entreprise chinoise et se montrer ensuite surpris lorsque les Chinois réagissent. Cela devrait être la chose la plus prévisible au monde. Mais je pense que c'est là le principal problème. Ils n'ont aucun problème à imposer des sanctions à d'autres pays. Mais dès que ces sanctions se retournent contre eux, une colère furieuse éclate. L'hypothèse sous-jacente est que les sanctions économiques sont le privilège de l'Occident politique, que nous avons la légitimité de le faire, mais pas vous. C'est donc quelque chose de très étrange. Désolé, ma dernière question portait sur les Européens. Ils parlent maintenant de saisir les avoirs russes, ou veulent légaliser leur utilisation comme garantie pour un prêt. Il existe de nombreuses formulations différentes visant à rendre légale la saisie de ces avoirs, ce qui n'a jamais été fait auparavant. Comment voyez-vous la probabilité que cela se réalise et quelles en seraient les conséquences? Je ne sais pas quelle en est la probabilité. Vous en savez peut-être plus que moi sur les chances que cela se produise. Mais si cela arrive, ce serait l'aboutissement de ce qui se passe déjà. Le gel des avoirs russes constitue déjà une violation des droits de propriété. Et si vous les confisquez, légalement ou illégalement, et que vous les utilisez pour soutenir l'Ukraine, vous porteriez cela à un nouveau niveau. Encore une fois, ce que fait l'Occident, c'est saper sa propre philosophie, ses propres principes fondamentaux. L'état de droit, la propriété privée, le respect des droits de propriété. Il fait le contraire de ce qu'il a toujours prêché. Vous savez, dans les pays d'Amérique latine qui ont été temporairement ou durablement dominés par des gouvernements de gauche, lorsqu'ils confisquaient des avoirs américains, il y avait un tollé en Occident, aux États-Unis. Oh, cela va à l'encontre des droits de propriété. Nous n'acceptons pas cela. L'expropriation est inacceptable. Et maintenant, l'Occident fait cela sans sourciller. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que les Néerlandais ont exproprié sans compensation, n'est-ce pas? Nous essayons de changer la direction. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Fou, complètement fou. Cela montre la décadence du leadership occidental qu'ils pensent pouvoir faire cela. Et en plus, ils le font sans évaluer les conséquences, sans réfléchir à la prochaine étape. Et si la Chine faisait la même chose? Je crois donc vraiment que nous vivons dans un monde dangereux aujourd'hui, parce que les puissances encore très importantes que sont l'Europe et les États-Unis ne se comportent pas de manière constructive. C'est un euphémisme. Et nous, ainsi que le reste du monde, devons nous y préparer, car cela va être des turbulences tout du long. Nous devons attacher nos ceintures, car ce sera facile pour personne. Super. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir permis de profiter de votre expertise. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé, alors merci infiniment. Merci Glenn. Ça vous serve?